présenter un chapitre très important dans la traumatologie orthopédique qui est les syndromes de Loge. Alors les syndromes de Loge constituent l'urgence type dans cette spécialité. Alors ils se définissent tout d'abord par un conflit entre contenu et contenant, c'est-à-dire l'ensemble des manifestations cliniques secondaires à ce conflit entre contenu et contenant. Quel est ce contenant? Le contenant, c'est une loge ostéo-aponévrotique inextensible et son contenu qui est l'ensemble muscles, vaisseaux et nerfs. Elle constitue une extrême urgence en traumato-orthopédie du fait des conséquences graves qu'elle peut engendrer. Alors l'objectif de ce cours, c'est qu'à la fin, que vous puissiez définir ce qu'est un syndrome de Loge, citer les étiologies, en décrire succinctement la physiopathologie, décrire les lésions anatomopathologiques, identifier les signes cliniques, décrire les différents types de formes cliniques et bien sûr décrire les principes du traitement et décrire le pronostic de cette pathologie. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous faire un petit rappel anatomique, notamment en ce qui concerne les loges ostéomusculaires qui sont concernées par cette pathologie. Alors j'ai pris comme exemple les loges de l'avant-bras, pourquoi? Parce que c'est le lieu où il y a le plus de syndrome de Loge. Alors comme vous voyez dans ce schéma, le syndrome de Loge intéresse cette loge ostéo-aponévrotique. C'est quoi ostéo? Ça concerne à savoir le squelette qui est là au niveau de l'avant-bras, à savoir le radius et l'ulna, liés par la membrane interosseuse et l'ensemble est couvert par cette aponévrose musculaire. Alors cette loge, elle est inextensible par définition. De ce fait, toute augmentation de volume au sein de cette loge va entraîner une augmentation des pressions et ceci aura des répercussions sur ce qui est perfusion sanguine. Ceci, on le verra dans le chapitre physiopathologie. Sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui est particulièrement fréquente dans notre contexte national quand on se compare par rapport aux pays régionaux, à savoir les pays du Maghreb, Algérie et Tunisie. Souvent, dans les différentes présentations, nous présentons plus de cas de ces syndromes de Loge que chez ces pays voisins. Là, c'est ce qui concerne la fréquence. Pour ce qui est de la localisation, on voit plus cette pathologie atteindre le membre supérieur que le membre inférieur. De ce fait, on verra plus d'avant-bras intéressés par le syndrome de Loge que le membre inférieur et plus au niveau des jambes. Alors pour ce qui est du sexe, il n'y a pas de différence, ça atteint aussi bien les hommes que les femmes, les filles que les garçons. Pour ce qui est de l'âge, c'est plutôt l'enfant qui est le plus concerné par cette pathologie. Pourquoi? Parce que l'enfant a du mal à exprimer cette douleur qui est en fait le signe d'alarme de cette pathologie. Un enfant qui a du mal à exprimer et laissera cette pathologie évoluer avec toutes les répercussions que nous verrons ultérieurement sur le plan physiopathe et anatomopathologique dans ces différents chapitres. Alors sur le plan étiologie, la plus grosse étiologie, c'est les traumatismes. C'est les étiologies traumatiques qui sont les plus fréquentes, notamment les fractures supracondyliennes intéressant l'enfant, les fractures de l'avant-bras, les fractures de jambes. Autre étiologie, c'est la iatrogénie, c'est-à-dire tous les gestes de santé médicaux peuvent engendrer un syndrome de Loge. La confection d'un plâtre mal fait à angle aigu, par exemple, au niveau du membre supérieur. L'alésage dans la technique de l'enclouage centromédulaire, c'est une technique qui essaie d'uniformiser le diamètre du canal médulaire. Et lorsque on est en train de faire ce geste-là, on évacue un produit qu'on appelle l'alésa et ceci va s'évacuer au niveau des loges musculaires et augmentera la pression au niveau de ces loges. Un pansement serré, une cause extrinsèque, là aussi c'est de la iatrogénicité. Aussi, les patients comateux peuvent développer cette pathologie, notamment par des défauts de nursing. On va voir sur le plan physiopathologique comment ça arrive chez ces cas-là. Les étiologies, alors toujours, il y a les écrasements de membres qui sont responsables de ce qu'on appelle le crash syndrome, la revascularisation de membres sans aponévrotomie préventive, la confection de l'attelle traditionnelle qui est connue dans notre contexte comme Jbira, les hématomes compressifs dans les cas de coagulopathie, les collections purulentes, savoir un abcès au niveau du linge, lorsqu'il se collecte et qu'il se développe d'une manière importante, peut entraîner un syndrome de Loge.
développement d'une tumeur au sein de ces loges peut entraîner un syndrome de Loge. Et une entité, une étiologie un peu particulière, c'est les efforts musculaires prolongés. Là, c'est une entité qui concerne plus le syndrome de Loge chronique. On verra ça lors du chapitre forme clinique. Sur le plan physiopathologique, le primum movens, c'est l'augmentation de la pression au niveau de la loge musculaire. C'est qui est au cœur de la physiopathologie du syndrome de Loge. Alors, pour qu'il y ait une augmentation de la pression dans la loge musculaire, on identifie deux types de mécanismes. Un mécanisme extrinsèque et un mécanisme intrinsèque, c'est-à-dire une augmentation du volume en rapport avec à l'intérieur de la loge ou une augmentation du volume de cette pression par une cause à l'extérieur de ce contenant. Alors, sur le plan physiopathologique, je vous ai schématisé dans ce schéma la physiopathologie du syndrome de Loge sous forme d'un cercle qui est un cercle vicieux. En fait, il faut qu'il y ait un démarrage par une cause quelconque, et cette cause, même si elle est abolie, on aura toujours un entretien de cette pathologie, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Comment? Alors, il y a l'augmentation, par exemple, du volume au niveau de cette loge musculaire, au sein de cette aponévrose rigide. Ceci va augmenter la pression au niveau de la loge musculaire. Il en découlera une diminution du flux capillaire, c'est-à-dire l'apport sanguin au niveau va diminuer. Une diminution du flux veineux, de ce fait, il y aura un regorgement au niveau de cette loge, une diminution du flux lymphatique. De même, ceci va engendrer une ischémie, l'organisme ou la loge musculaire va réagir par la production de phénomènes inflammatoires de l'œdème. L'œdème, lui aussi, va augmenter le volume, donc ce qui fait, ça va entretenir cette augmentation, cette pression. De ce fait, ceci engendrera un auto-entretien de cette pression et le syndrome sera auto-entretenu. Le seul moyen où on pourrait rompre ce cercle vicieux, c'est à la fois on verra une section de l'aponévrose, c'est-à-dire une aponévrotomie qui va en découler une diminution de la pression musculaire et un retour du flux capillaire et flux veineux à son drainage normal. Sur le plan anatomopathologique, on commencera par les lésions musculaires. Il faut savoir que dans les 4 premières heures, il y aura une réaction inflammatoire au niveau du muscle. Après la 4e heure, il y aura une atteinte partielle des lésions du tissu musculaire qui sont au départ réversibles. Au-delà de 6 heures, l'intégrité myofibrillaire est compromise, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de régénération. Et au-delà, la régénération musculaire ne se fera pas et le tissu musculaire sera remplacé par un tissu fibreux non fonctionnel, non contractile. On se retrouvera avec des muscles atoniques non fonctionnels et là, cela explique la gravité de cette pathologie. Sur le plan anatomopathologique, deuxième tissu atteint, c'est les tissus nerveux. C'est lui le premier à souffrir dans les premières heures. Il commence par un œdème endoneural, il sera suivi par une dégénérescence valérienne, une démyélinisation segmentaire, les cellules de soutien axonal vont subir une souffrance et il y aura une perte de continuité axonale et à la phase ultime une nécrose cellulaire, c'est-à-dire autrement dit une perte de la fonction nerveuse. Donc au terme de ce chapitre intéressant les généralités, on passe au chapitre clinique, c'est-à-dire l'étude clinique. On a pris comme forme de description un syndrome de Loge chez un enfant. Pourquoi? Parce que c'est le tableau typique et c'est là où siège la gravité du fait, comme je l'ai dit au départ, un enfant a du mal à exprimer sa douleur et l'une des grandes complications de cette pathologie, c'est de passer à côté du diagnostic et de le laisser évoluer vers le stade ultime qui est la maladie de Volkmann. Une des formes évolutives cliniques, on verra au cours des formes cliniques. Alors sur le plan fonctionnel, la première manifestation c'est la douleur et c'est le signe le plus important. La douleur elle a sa particularité, c'est qu'elle est brutale, spontanée, elle est en étau, elle résiste à tout antalgique et à tout changement de position, à la différence des douleurs en rapport avec la fracture ou en rapport avec une compression sous plâtre. Le siège
Elle siège au niveau de l'avant-bras, comme je vous l'ai décrit, c'est un enfant qui porte un plâtre antébrachiopalmaire. C'est une douleur qui irradie vers les doigts et les mains. Elle intéresse la loge, généralement la loge antérieure. La douleur, elle est augmentée par la surélévation du membre, à la différence de celle qui est liée, la douleur liée à l'œdème post-traumatique. Et ici associé, l'enfant va souffrir aussi de fourmillement et d'engourdissement des extrémités. Alors, sur le plan inspection de ce membre, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des doigts œdémaciés, dans certains cas froids, cyanosés. Alors, un élément important à faire lors de notre examen, c'est l'extension passive des doigts de la main qui va réveiller, qui va être douloureuse, ce qu'on appelle le fameux stretching test, qui est un test, on dira, pathognomonique de ces syndromes de Loge. On essaiera de retrouver des souffrances du nerf médian et du nerf cubital par un examen de la main à la recherche de troubles au niveau des territoires du médian et du nerf cubital. Et devant tout, devant ce cortège de signes, à savoir la douleur, le stretching test, et au moindre doute, il est impératif d'enlever le plâtre et d'examiner le membre, quel que soit le risque de déplacement de fracture. Il ne faut surtout pas penser au fait qu'on a confectionné un plâtre. Si on enlève, on va se retrouver avec une fracture déplacée. Le traitement de la fracture vient en second plan. Après, il faut en second plan par rapport à la prise en charge d'un syndrome de Loge. Donc, après ablation du plâtre, on nettoiera le membre et on examinera les loges. Généralement, on les retrouve tendus avec une consistance vraiment pierreuse. Et paradoxalement, on retrouvera des peaux périphériques bien conservées. Il faut savoir que cette pathologie, c'est plus une ischémie musculaire qu'une ischémie distale du membre. Alors, si les moyens le permettent, on peut si on a à notre disposition des moyens de mesurer la pression intramusculaire, on peut le faire par une ponction de la loge. Dans certains cas qui sont un peu douteux, où les signes cliniques ne sont pas aussi évidents, c'est-à-dire la douleur n'est pas aussi intense, n'est pas en étau, etc. Mais je vous dis que cette mesure n'est pas vraiment nécessaire pour le diagnostic. Le diagnostic, il est purement clinique. C'est la douleur en étant chez un patient qui présente ou bien un plâtre de membre supérieur ou de membre inférieur. Là, chez l'autre cas clinique, c'est un plâtre de membre supérieur. Alors, parmi les techniques, il y a la fameuse technique de Whiteside, comme elle est schématisée. Là, c'est pour mémoire. C'est une technique hydrostatique qui se base sur le recueil de la pression, alors qu'il ne doit pas passer au-delà de 30 mm de mercure. Lorsque la pression atteint 50 mm, apparaît comme un seuil non acceptable et confirmant cette augmentation de la pression. Alors, certains auteurs se sont permis de faire des examens cliniques par rapport à ce syndrome de Loge. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Je vous dis que ces examens ne sont pas nécessaires, je tiens à le rappeler, pour le diagnostic. Alors, à l'échodoppler, il y a une diminution du flux artériel. On retrouve une ischémie à l'artériographie. L'électromyogramme montre des signes de dénervation et permet d'évolution. Il y a des signes des perturbations biologiques, à savoir les enzymes de dégradation musculaire, à savoir la créatine phosphokinase, la créatine, l'hémoglobinurie, la claniémie et l'urée. Mais tous ces examens paracliniques, il faut savoir que ce ne sont pas nécessaires au diagnostic. Le diagnostic, il est purement clinique et je vous rappelle que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, sur le plan évolution, si la compression elle est levée dans les premières 6 heures, l'évolution elle est bonne, le membre est retrouvé à date intégrante. Par contre, s'il est évolué, le pronostic est vraiment très réservé, avec l'éventualité de perdre sur le plan fonctionnel le membre, voire dans certains cas la vitalité du membre. Sur le plan des formes cliniques, on commencera par les formes évolutives. Il y a la forme à la phase d'état, c'est-à-dire ça évolue au-delà des 6 heures de 12 heures. Entre la troisième et la 5e semaine, il y a bien sûr une régression des douleurs du fait de la nécrose des corps cellulaires nerveux. La main devient insensible. La coloration des doigts redevient normale, mais cependant, il y a une ébauche de déformation des doigts en griffe, des signes qui traduisent des signes de rétraction musculaire très typiques. C'est l'avant-bras qui se retrouve en pronation, le poignet en flexion,
les métacarpons phalangiennes en extension, les interphalangiennes en flexion, le pouce en adduction, on voit mieux au niveau de cette image, le pouce en adduction et la flexion interphalangienne du pouce. Là, c'est la phase d'état évolutive où l'espoir de récupération est vraiment pratiquement impossible. Alors sur le plan évolutif toujours, il y a la forme séquelaire où la rétraction s'exagère et elle est fixée. Alors c'est-à-dire que la flexion, si au départ elle était réductible au niveau de la flexion du poignet et les métacarpes phalangiennes en extension et l'hyperflexion des interphalangiennes, à la phase séquelaire, du fait des rétractions intéressant les articulations, différentes articulations, ils ne sont plus réductibles. C'est le type griffe du syndrome de Volkmann. Il y a un déficit moteur très sévère, des troubles trophiques cutanés et des raideurs articulaires. Et là, on se retrouve avec un handicap du membre supérieur qui aura des conséquences sur l'évolution sociale de l'enfant, sur sa croissance, etc., son intégration dans le domaine du travail, etc. Alors, après, dans ces différentes formes cliniques, il y a les formes topographiques. On commence par la jambe, du fait que c'est la deuxième localisation sur le plan fréquence. Alors, on la voit souvent dans les fractures à tibia isolées, c'est-à-dire que la fibula n'est pas fracturée. Dans les cas d'écrasement de jambes, dans le cas de fractures complexes, là aussi, ce sont pourvoyeuses de syndrome de Loge. Dans les formes topographiques, il y a l'atteinte de la main et du pied, notamment des interosseux, et qui malheureusement peuvent passer, ils peuvent être inaperçus au départ lors du traumatisme, du fait que, on n'y pense pas trop, c'est que la phase séquelaire, on se retrouve avec des orteils en griffe qui témoignent de la rétraction musculaire des interosseux au niveau du pied. Par contre, les localisations au niveau de la cuisse et du bras sont vraiment extrêmement rares. Alors, dans les formes cliniques, il y a la forme du comateux, là c'est de la iatrogénicité, c'est plus un défaut de nursing, mal prise en charge d'un comateux qui doit changer de position le plus souvent. Le comateux, particularité, c'est qu'il ne peut pas exprimer sa douleur, il y a un trouble de conscience, donc en cas de douleur, puisque c'est le maître symptôme d'un syndrome de Loge, il ne va pas l'exprimer, et malheureusement le diagnostic est difficile au départ et souvent tardif à la phase de séquelles, à la phase du réveil ou de la sortie du patient du coma. Toutefois, la prévention est l'élément essentiel pour prévenir ce type de tableau, à savoir un nursing bien fait et une surveillance de ces comateux. Certaines formes cliniques, notamment les revascularisations, c'est tout geste de revascularisation avec un défaut d'aponevrotomie, peut engendrer un syndrome de Loge. Le Crash syndrome, c'est un écrasement de membres, notamment le membre inférieur qui est le plus touché dans ce type de pathologie. Il est responsable, il est très grave du fait de l'insuffisance rénale aiguë qu'il peut engendrer et l'arrêt cardiaque ou l'insuffisance cardiaque qu'il peut engendrer du fait de l'hyperkaliémie et la myoglobinurie qui est responsable d'une insuffisance rénale aiguë. Alors dans les formes cliniques, il y a la forme dite syndrome de Loge chronique. Là, on sort du cadre urgence thérapeutique dans la traumato-orthopédie, mais plutôt on rentre dans ce qui concerne la médecine du sport. Alors, elle touche surtout la jambe, les loges de la jambe. Certains sports sont plus touchés, notamment la course à pied, la planche à voile, la randonnée. Alors, sa particularité, c'est qu'elle survient, c'est une douleur à l'effort lorsque le sportif pratique son sport. Elle est malheureusement responsable d'une régression et d'un défaut de performance du sportif, du fait qu'elle lui impose des arrêts et voire des suspensions de séances de préparation. Sur le plan physiologique, il faut savoir que lors de l'effort, le muscle augmente de 30% de son volume. Dans une loge qui peut être particulièrement serrée, ceci va engendrer un conflit entre contenu et contenant et va entraîner une douleur, une souffrance. Et bien sûr, c'est le tissu nerveux qui va souffrir le premier. La particularité, c'est qu'à l'arrêt de l'effort, il y a diminution du volume et régression de ces sinkings, d'où la particularité par rapport à un syndrome de Loge aigu, c'est la réversibilité des lésions. Alors c'est une claudication
musculaire intermittente, elle peut être bilatérale le plus souvent. C'est une douleur qui s'arrête lors de l'arrêt de l'effort. Elle engendrera une baisse des performances du sportif et du fait qu'elle peut être prise ou elle peut être aussi similaire sur le plan symptomatique dans certains cas avec d'autres pathologies du sport, notamment les fractures de fatigue au niveau du tibia ou la périostite qui intéresse le tibia. De ce fait, le recours souvent à des épreuves d'effort, notamment les mesures de pression. Là, c'est intéressant de mesurer les pressions intramusculaires, intra-loges, lors de l'effort, dans ces épreuves d'effort, qui permet le diagnostic certain. Alors, leur dénominateur commun entre syndrome de Loge aigu et syndrome de Loge chronique, c'est une augmentation de la pression intratissulaire ou pression tissulaire. À la différence, ce qui les diffère tous les deux entre ce qui est aigu et le syndrome de Loge chronique, c'est la réversible. Il est irréversible dans ce qui est dans le syndrome de Loge aigu si on n'intervient pas. Par contre, il est réversible après l'arrêt de l'effort chez le sportif. Sur le plan pronostic, il faut savoir que le retard fréquent, c'est-à-dire on passe à côté du diagnostic, ou bien l'enfant, notamment l'enfant, j'insiste, l'enfant, du fait de la douleur en rapport avec la fracture, on confond la douleur en rapport avec la fracture et la douleur en rapport avec le syndrome de Loge. L'enfant a du mal à exprimer cette douleur chez ses parents, d'où l'intérêt de la prévention. Par quoi? Par une information correcte et claire des parents sur le signe d'alarme qu'est la douleur qui apparaît brutalement chez un enfant chez qui on a pris en charge sa fracture par un plâtre. Là, c'est un élément important qui va permettre de faire régresser ce pourcentage de résultats médiocres en rapport avec un retard de diagnostic. Sinon, si on arrive à réduire les délais de prise en charge, on pourra améliorer le pronostic de cette pathologie. Sur le plan traitement, alors il faut savoir que dans le but et le principe, c'est la levée, la compression en urgence, et afin de rendre une main utile, fonctionnelle et bien sûr vivante. Alors pour ce qui est du traitement du syndrome de Loge aigu, il faut avant tout supprimer tout élément compressif, c'est-à-dire ablation d'une attelle, d'un plâtre compressif, d'un pansement compressif, mettre en surélévation le membre, mettre des anti-inflammatoires en perfusion et surveiller l'évolution. Alors là, la surveillance, deux éléments impératifs à surveiller, c'est la douleur, bien sûr la régression de la douleur, on ne donnera pas d'antalgique pour ne pas interférer et parasiter sur la disparition de la douleur, et la palpation des loges, la tension des loges, et si on est en mesure de mesurer, on a de quoi mesurer, c'est encore idéal pour surveiller. Si il n'évolue pas dans les premières heures, si ça ne s'améliore, la pathologie ne s'améliore, il est impératif d'intervenir le plus vite possible. Alors c'est quoi comme intervention? C'est sectionner l'aponévrose, c'est-à-dire l'aponévrotomie. Alors comme vous le voyez dans le schéma, au niveau de l'avant-bras, c'est une aponévrotomie qui ira du coude jusqu'au niveau du canal carpien. Au niveau du membre supérieur, bien sûr, elle intéressera toutes les loges. Il y a différentes techniques, ce n'est pas le sujet du chapitre, c'est plus pour vous montrer ce qu'est une aponévrotomie. Toujours au niveau du traitement, si on est à un stade, il y a un des thérapeutiques intéressants, les phases séquelaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cas où il faut lever la compression, mais plutôt corriger les conséquences de cette ischémie musculaire. Alors tout d'abord, elle commence par les ténotomies, les allongements pour lutter contre les rétractions, les interventions de type Scagliati, c'est-à-dire une désinsertion musculaire, une correction de la déformation, à savoir mettre le poignet en extension, les orteils en extension, corriger la flexion au niveau métacarpophalangienne, corriger au niveau du pouce, ceci par ces interventions. Toutefois, dans tous les stades, il faut s'aider de la rééducation, notamment dans les stades évolutifs tout proches du stade aigu, et la mise en place d'attelles positionnelles qui permettra de lutter contre ces positions vicieuses, comme on l'a vu, cette pronation, flexion du poignet, extension des métacarpophalangiennes et hyperflexion des interphalanges et cette abduction du pouce.
Pour ce qui est du traitement du syndrome de Loge chronique, le principe est simple, c'est la décompression par l'aponévrotomie. Là, on peut se permettre de faire des décompressions des aponévrotomies sous endoscopie, c'est-à-dire avec vidéoscopie, au lieu de faire de grandes incisions comme au niveau du syndrome de Loge aigu. Alors, avant de terminer, je tiens à préciser que la prévention, c'est le meilleur moyen pour lutter contre les séquelles de cette pathologie. Le diagnostic précoce, le praticien doit avoir une idée sur les signes d'alarme, à savoir devant un plâtre chez un enfant, chez un adulte, la douleur en étau, la douleur intense est un signe d'alarme. Au moindre doute, enlever le plâtre et examiner le membre. Il vaut mieux enlever un plâtre par excès que de laisser évoluer une syndrome de Loge par défaut. Certains sujets à risque, notamment les enfants, les plâtres du membre supérieur, des plâtres à angle mal confectionnés. Le personnel doit être vraiment sensibilisé à cette notion de syndrome de Loge chez les comateurs, d'où l'intérêt de faire un nursing intensif et correct. Réperter les examens chez ces patients-là, c'est des implications médico-légales, des constatations qui doivent être bien consignées sur le dossier médical. Il ne faut pas oublier que c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, c'est-à-dire il est en urgence, il faut savoir la diagnostiquer le plus vite possible et démarrer dans l'immédiat le traitement sans attendre. En conclusion, dans le cas du syndrome de Loge aigu, l'examen clinique doit être précoce et rigoureux. Le diagnostic est purement clinique. Mieux vaut opérer pour rien que de laisser évoluer un syndrome, c'est-à-dire opérer, quand je dis opérer, c'est-à-dire faire une aponévrotomie, par excès, que de laisser un syndrome de Loge évoluer. Il faut savoir que toutefois son pronostic est très réservé. Et comme message à garder et à emmener chez vous, c'est-à-dire premièrement, le syndrome de Loge, c'est une affection grave, c'est vraiment l'urgence type en traumato-orthopédie. Pourquoi? Parce qu'elle engage le pronostic fonctionnel et vital du membre, et voire même dans certains cas la vie du patient. Elle est particulièrement fréquente dans notre contexte du fait des pratiques de médecine traditionnelle, l'application des attelles traditionnelles qui sont le jbira. Le diagnostic est purement clinique. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Son pronostic toutefois reste mauvais si on la laisse évoluer quelques heures, d'où l'intérêt de la prévention pour en réduire l'incidence. Je vous remercie pour votre attention.